Bonjour tout le monde, je m'appelle Annie-Soleil Proto, je fais de la télé, de la radio et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec vous pour parler de maisons et d'immobilier. Puis évidemment, moi j'adore ça les maisons et l'immobilier, sauf que c'est pas moi la spécialiste. La vraie personne qui connaît ça ici, c'est Martin Desfossés. Salut Martin. Salut. Martin, je te présente comme ça parce que tu es coach en immobilier, tu es porte-parole aussi de Duproprio. Oui. Depuis plusieurs années déjà. Sans prétention, ça fait 15 ans que je coach les propriétaires qui vendent avec Duproprio et j'ai été courtier 10 ans de temps auparavant. Donc, ça fait quand même une vingtaine d'années que je fais de l'immobilier. Puis aujourd'hui, bien, je m'applique à éduquer les gens. En plus, tu rénoves des maisons, t'en achètes, t'en vends. J'en fais pas un commerce, là. Je les achète, je les habite, je les rénove. Et puis, oui, je m'amuse beaucoup avec la rénovation, bien sûr. Mais la vente, les humains, les projets que les gens ont d'achat, de vente, de réno, ça touche tellement les émotions, les projets, les investissements. Regarde, c'est large, c'est large, c'est large. Puis, ce qu'on veut, c'est toujours que les gens prennent des bonnes décisions. On n'aime jamais ça, voir les gens rencontrer des épreuves insurmontables ou se planter. Mais surtout quand on parle d'un gros achat comme une maison qui, en général, dans la vie d'une personne, va être le plus gros achat qu'on va faire. Exact. C'est ça. Donc, tout est là pour aider, pour conseiller. Oui, chez Duproprio, en fait, c'est un service qui est offert exclusivement aux vendeurs. Donc, je suis en coaching auprès de propriétaires vendeurs qui vendent avec Duproprio. Maintenant, les acheteurs, eux, bien sûr, on ne les accompagne pas. Par contre, ils ont accès à toute l'information sur Duproprio. Il y a un blog, il y a un centre d'aide, il y a de l'information. Tous les documents qu'ils ont besoin pour faire l'achat sont là. Donc, il y a tellement de littérature aujourd'hui, il n'y a absolument aucune raison que les gens qui sont dans un processus d'achat ne trouvent pas assez d'informations pour cheminer correctement puis de façon autonome là-dedans. Bien, nous, on continue ça aujourd'hui en mode balado, là, le volet information, éducation aussi, puisque on va se faire un épisode pot pourri où je te pose un paquet de questions en rafale sur l'immobilier, ce qu'on doit savoir absolument ou qu'on pense qu'on veut savoir quand on s'apprête à vendre notre maison ou qu'on y réfléchit. Alors, on commence ça tout de suite, OK? J'ai aucune idée des questions que tu vas me poser, mais garoche. Je suis sûre que tu vas être bon. Force-toi. On s'amuse. On s'amuse. Vas-y. Alors, Martin, on commence ça maintenant. Est-ce qu'il y a une saison qui est meilleure qu'une autre pour vendre sa maison? Statistiquement parlant, oui, parce qu'on sait qu'il y a plus de gens qui vont vendre, donc un nombre de propriétés vendues plus grand, par exemple, entre février et mai. Donc ça, c'est le printemps, parce qu'historiquement, les gens déménageaient l'été. Donc oui, il y a une période pendant laquelle il y a plus de ventes, mais il y a des ventes 7 jours, 365 jours par année. Pour moi, le meilleur moment pour mettre en vente, c'est quand on est prêt. Il y a toujours des acheteurs qui sont en train de magasiner. Tu le sais, quand on magasine, on est motivé, on est autonome, on cherche partout. Puis comme l'inventaire est encore très bas, mais ça vaut la peine de regarder partout. Oui, parce que là, en ce moment, il y a plein de gens qui veulent acheter, mais il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre. Non, il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre. Donc, c'est pour ça que les gens se promènent, puis cherchent les opportunités. Puis quand il y en a une, bien, on essaie de la saisir. Puis si ça ne fonctionne pas avec l'une, bien, ça va peut-être fonctionner avec la deuxième, la troisième ou la 30e, qui sait. Fait que c'est important de ne pas se bousculer, c'est-à-dire de prendre son temps, poser nos questions. Si on l'échappe, pas virer fou. Faut rester motivé. Puis quand on va sentir que c'est la bonne, on y va. Deuxième question, Martin. Oui. Est-ce que c'est mieux de vendre sa maison en premier si on veut en acheter une autre ou c'est mieux d'en acheter une maison en premier? Ça dépend de sa situation financière. Tu comprends bien que si tu es propriétaire d'une maison et que tu n'as pas la capacité financière d'en acheter une deuxième et de la supporter pendant une période X, le temps de vendre ta précédente, bien, c'est sûr que tu ne peux pas faire ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette position où ils n'ont pas la capacité d'en acheter une deuxième, donc ils doivent vendre, se donner suffisamment de temps entre le moment de la vente et le moment de déménager pour en magasiner, trouver, procéder à la démarche d'acquisition et passer chez le notaire pour ensuite déménager. Fait que des fois, ça peut prendre 3, 6 mois, puis des fois, on ne va pas trouver tout de suite. Donc, il ne faut pas se donner une semaine entre les deux. Fait que ça dépend de chaque situation. Les fameuses annonces immobilières, là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que notre annonce est bonne, qu'elle va se démarquer? Puis au contraire, qu'est-ce qui fait qu'une annonce est moins intéressante qu'une autre? De la bonne visibilité, des belles photos, un descriptif clair. Tu sais, aujourd'hui, avec la technologie, tu as la chance d'avoir des belles photos. C'est important. Il y a la visite virtuelle. Tu peux avoir aujourd'hui, tu peux te promener littéralement dans une propriété comme si tu étais là-bas. Donc, une bonne annonce, c'est une annonce complète,
une bonne visibilité, des informations concises, tout ce qu'un acheteur recherche comme information, ça devrait être facilement identifiable dans une annonce. Puis bien sûr, un prix qui est justifié. Si ça vaut, je lance un chiffre en l'air, 500 et tu en demandes 600, bien, il y a des grandes chances que personne se manifeste. Puis décourage-toi pas parce que le problème, c'est pas la visibilité dans ce temps-là. C'est peut-être une question justement de refaire tes devoirs, revoir la valeur du marché puis te demander un prix qui est justifié. Toujours trouver le juste prix. Et voilà. Puis j'en parle parce que chez Duproprio, on a un accompagnement qui est extraordinaire pour les propriétaires vendeurs. Je les énumère. En fait, on a 4 grands services, les représentants photographes, on a des coachs, on a des évaluateurs, on a des notaires. Donc, quelqu'un qui décide de vendre avec l'accompagnement du Duproprio le fait absolument de façon personnalisée. Il n'est pas tout seul. C'est pas vrai que c'est une mise en marché qui est laissée à une personne qui ne connaît pas ça. Tu as l'accompagnement de la bonne personne au bon moment tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui choisissent d'aller vers l'achat d'un plex en se disant, bien, il va y avoir des revenus de locataires. Oui. De ton expertise, oui. Est-ce que c'est toujours plus rentable de faire ça, de choisir d'acheter un plex plutôt que d'acheter une unifamiliale? Bien là, ça dépend de ce qu'on recherche dans la vie. Parce que d'une part, il y a le souhait de ce qu'on veut. On veut avoir ou non à gérer des locataires. Après ça, bien écoute, si on achète un immeuble à revenu, il faut investir un peu plus d'argent, une mise de fonds qui est plus grande. Donc, évidemment, ça prend de l'argent disponible pour ça. On paye plus cher un immeuble à revenu. En contrepartie, il y a des loyers qui te permettent d'amortir ces coûts supplémentaires. Puis après ça, bien, c'est sûr que certains qu'il faut voir si on a la capacité, mais des fois, les revenus ne sont pas à la hauteur de la charge qui vient avec le coût d'acquisition. Donc, effectivement, là, chacun va faire son propre budget puis voir s'il y a la capacité de. Donc, c'est la même chose. On magasine puis on trouve quelque chose qui nous convient puis qui convient à notre budget aussi. Il y a une règle qui est un peu mythique, qui revient souvent quand on parle d'immobilier. On entend souvent dire le plus important, c'est 3 choses. La localisation et la localisation. Oui. Donc, ce serait une seule chose. À ta connaissance, c'est vrai ça ou pas? Bien, c'est vrai, ainsi que toutes les autres choses qui sont importantes. Je veux dire, une propriété, c'est quoi? Bien, c'est un emplacement, c'est une superficie de terrain, c'est une structure, donc du pied carré, puis c'est de la finition. Après ça, c'est l'état des lieux. Donc, bien sûr, si moi, je veux habiter dans tel quartier, dans telle municipalité, puis je veux avoir telle grandeur de terrain, bien, c'est parfait, il y en a. Il y a de tout pour tout. Il y a des gens qui vont être tout à fait à l'aise avec le fait d'habiter derrière une autoroute. Il y en a d'autres qu'un cimetière, ça convient. Il y en a d'autres qui veulent absolument rien savoir de ça. C'est encore une fois parfait. Il y en a de tout pour tout. Une fois qu'on a décidé dans quel quartier on veut vivre, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Est-ce que les écoles à proximité, les épiceries, une station de métro si on est à Montréal, qu'est-ce qu'on doit absolument surveiller autour de nous dans notre environnement avant d'arrêter notre choix sur une maison précise dans un quartier? Bien, quand on achète seul, c'est pas compliqué. On fait notre liste d'épicerie. Qu'est-ce qui est important pour nous? Quand on est en couple ou qu'on achète à 2 ou à 3 ou à 4, bien, c'est important de s'entendre. Donc, il faut se parler déjà. La première chose, c'est de se parler. Si on s'entend, ça va bien. Si on s'entend pas à cette étape-là, c'est une Moses de bonnes questions à se poser, à savoir si on devrait acheter ensemble. À partir de là, bien sûr, on va avoir identifié la proximité des lieux de travail, des écoles, puis on regarde en fonction de ça. Puis quand on a trouvé des propriétés qui peuvent nous intéresser, on va se promener avant d'appeler les propriétaires, qu'il y ait un courtier impliqué ou non, avant d'aller visiter une propriété puis de visiter ses occupants, allons nous promener dans le quartier, parce qu'on peut peut-être découvrir que finalement, le quartier ne nous intéresse pas de par qu'est-ce qui se passe autour? Est-ce que c'est une rue passante? Est-ce qu'il y a des voisins industriels, commerciaux? Quand il y a un acheteur potentiel qui appelle pour venir visiter la maison qu'on a qui est en vente, comment on fait pour mettre les chances de notre côté pour que cette visite-là se passe bien? Je prends mon anecdote personnelle. J'ai vendu ma maison ce printemps. J'ai fait une mise en marché basée sur la recette dont je fais la promotion avec du Duproprio tous les jours auprès de milliers de clients. Une belle maison présentée, une belle annonce, des belles photos, un prix qui est juste. Évidemment, quand tout ça est en place, ça va générer de l'intérêt. Quand les gens appellent, bien, il y a des gens qui lisent les annonces, puis il y a des gens qui les lisent pas, les annonces. OK? Ils ont vu les photos, puis ils appellent. Ils veulent pas manquer l'opportunité, fait qu'ils appellent tout de suite. « Bonjour, est-ce que je peux visiter? » C'est sûr certain que pour moi, il n'y a pas de visite sans préalablement avoir eu une bonne conversation. Puis une bonne conversation, parce que les gens entendent souvent préqualification. Oui. Tu sais, préqualification financière, préqualification du candidat. Donc, la personne appelle, je vais valider d'une part qu'elle a effectivement les moyens d'acheter la propriété au prix que je demande et plus.
Hein? S'il y a de la surenchère. Je veux qu'il soit prêt à jouer le jeu ou pas. S'il n'est pas prêt à jouer le jeu, bien regarde, on verra par la suite. Donc, tu fais toi-même, comme vendeur, ta préqualification d'acheteur potentiel. Hey, je suis propriétaire, je m'engage à payer 20 000 de commission à un courtier immobilier. Est-ce que je m'attends ou j'espère que celui-là va faire une bonne préqualification pour m'éviter des visites inutiles? Assurément. Il n'y a personne qui a de temps à perdre dans la vie. Hein? Personne n'a de temps à perdre. Fait que moi, si je m'occupe de mes affaires puis que les propriétaires s'en occupent pour justement épargner cette commission-là, bien, qu'ils fassent les choses de façon méthodique. Tu augmentes tes chances que ça se passe bien. Donc, pour faire une longue histoire courte, je leur pose un paquet de questions. As-tu pris connaissance de mon annonce? As-tu réalisé là, que mes chambres sont de telle grandeur? Ça te convient-tu? As-tu remarqué que j'ai pas de service? J'ai un champ d'épuration, une fosse septique, ça te convient-tu? As-tu peur de ça? Tout de suite, je désamorce. Mais c'est très habile parce que non seulement toi, tu gagnes du temps, tu élimines une visite si ça ne fait pas leur affaire, puis tu leur sauves du temps en toute franchise à eux aussi, aux acheteurs potentiels. Je ne saurais pas si bien dire. En plus, au moment de négocier, bien, tu élimines des discussions qui pourraient pas nécessairement se passer comme tu souhaiterais parce que là, tout a été clair, tout a été transparent complètement. Clairement. Puis ça, ces conseils-là, en fait, ils sont adaptés à chaque cas parce qu'un propriétaire n'est pas tout le temps dans la même situation. C'est pas le même produit, ils n'ont pas le même historique de vie, ils n'ont pas les mêmes circonstances de mise en marché. Fait que le coaching qu'on fait, c'est un coaching qui est personnalisé. Puis on va aider, par exemple, un propriétaire à élaborer une liste de questions particulières pour sa situation à lui. Puis ça va donner lieu, comme je te dis, à un bon triage. Puis les gens qui vont venir, bien, c'est des gens sérieux. Fait que dans mon cas à moi, bien, sur 100 personnes qui m'ont écrit, appelé, dans la première semaine, j'ai organisé 20 visites. Fait que j'ai vraiment le séparé, livré du bon grain. Puis j'ai eu 20 visites de gens hyper sérieux. Puis je dois te dire, les gens qui ont acheté, je le savais que ce serait eux. Ah oui? Il y avait au moins 10 personnes qui voulaient l'acheter sur les 20, mais le couple, Marc et sa blonde, qui ont visité, ils ont dit, il faut absolument que tu me laisses savoir parce que je l'aime, je la veux. Fait que la négociation s'est faite de façon super humaine, puis ça a été très agréable. Donc, vous vous êtes choisis. Ils ont choisi ta maison et tu as choisi tes acheteurs. Oui, puis c'est sans égard à mon expertise. J'étais un propriétaire qui connaissait bien sa maison. Lui, il cherchait quelque chose à son goût. Puis à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de cachotterie. On discutait. Puis ça se pouvait qu'on ne s'entende pas. Mais ça donne qu'on s'est entendu à notre satisfaction. Puis je pense que c'est le plus grand succès de tout le monde, ça, finalement. Mais être dans la vérité, là, ultimement, je pense que c'est très souvent ce qu'il y a de plus payant. Puis je parle pas juste de payant financièrement, là, à tout point de vue. À tout point de vue. C'est très aidant. Tout à fait. C'est quoi, Martin, la différence entre l'évaluation municipale et la valeur marchande de la maison? Ça t'intéresse en Moses, hein? Ça m'intéresse beaucoup parce que pendant très longtemps, j'ai pensé que la valeur de l'évaluation municipale était toujours systématiquement très en dessous de la valeur marchande. Moi, je pensais que, tu sais, ce qu'on paye comme taxe foncière, puis ce qu'on voit comme évaluation que la ville fait de notre maison, que c'est toujours en dessous du prix du marché. Bien là, tu vas être content de la réponse parce que tout ce que tu as cru là, étant une base, là, c'était faux. Jamais, en aucun cas, l'évaluation municipale a été une base fiable pour établir une valeur marchande. À certains moments de l'évolution du marché, des cycles, c'est arrivé que les valeurs municipales se retrouvaient dans une certaine eau, finalement, de la valeur marchande, mais la réalité, c'est que c'est uniquement une base de taxation foncière. Puis comme c'est des rôles triennaux, hein, c'est les taxes pour 2020, 2021, 2022, bien évidemment, la valeur municipale ne suit pas la valeur marchande en temps réel. Fait que c'est pour ça que tu ne peux pas te baser là-dessus. La valeur marchande, elle, c'est basée sur les plus récentes transactions dans le marché. Fait que c'est sûr que si on regarde les propriétés qui ont été vendues, qui sont similaires à la nôtre il y a 3 ans, puis les propriétés voisines à la nôtre qui ont été vendues la semaine passée, pas aucune commune mesure. Donc, tu dois te baser sur le plus récent marché, ce que les acheteurs sont prêts à payer maintenant pour la maison. Donc, si jamais il y a quelqu'un un jour qui te dit « Moi, j'utilise la valeur municipale, puis je fais un ratio scientifico-patente », pour moi, c'est un danger public. Fie-toi pas à l'évaluation municipale. Jamais, jamais, jamais. Est-ce qu'il y a quand même des cas où les villes, les municipalités veulent se rapprocher réellement de la valeur marchande? Bien sûr que oui, c'est l'objectif. Je veux dire, les municipalités ont un appétit pour les taxes et c'est tout à fait normal. Donc, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir une évaluation qui est la plus près de la valeur marchande en temps réel, mais ils n'ont pas les effectifs pour avoir des évaluations qui sont finalement au jour le jour. Donc ça, tout ça, ça se remet à niveau à chaque 3 ans. Puis c'est bien sûr selon ce que les firmes d'évaluation vont établir pour chaque ville.
Donc, pour fixer le juste prix pour sa maison, on ne se base pas sur l'évaluation municipale. Non, pas en tout. Puis je te dirais que les personnes les plus aptes à aider un propriétaire pour établir une valeur marchande, bien, ce sont les évaluateurs agréés. Les condos. Oui. Il y en a beaucoup poussé dans les dernières années un peu partout. Ben oui. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on veut vendre ou acheter une copropriété? La même chose qu'une maison, qu'un immeuble à revenu, c'est une propriété, en copropriété. Donc, la mise en marché s'effectue de la même manière. On présente le bien de la bonne façon avec un prix juste. Après ça, c'est le côté acheteur. C'est que l'acheteur, lui, doit simplement s'assurer de prendre connaissance des informations qui sont particulières à la copropriété. Il y a des règlements. On vit en copropriété, donc on vit en communauté. Il y a des règles de vie. Évidemment, il y a des dépenses communes, des dépenses privatives. Fait que là, à partir de là, c'est sûr que le propriétaire doit mettre à la disposition de l'acheteur le maximum d'informations, donc la convention de copropriété, les états financiers, procès-verbaux, le fonds de prévoyance. Puis l'acheteur devrait s'enquérir de toutes ces informations-là. Pour quelqu'un qui choisit de vendre sa maison avec l'aide du proprio, oui, il doit y avoir de la sollicitation de courtiers immobiliers qui vont vouloir ramasser, si on veut, l'inscription pour faire en sorte que ce soit eux qui finissent par vendre la maison. Est-ce que c'est une perception, ça, ou ça arrive fréquemment? Non, c'est pas une perception. C'est un fait. Je veux dire, les courtiers, eux autres, veulent obtenir des mandats de courtage. C'est leur pain, leur beurre. Puis ça, de ce côté-là, il n'y a pas de remise en question de leur profession. C'est leur choix de carrière. Puis il y en a qui vont opter pour ce service-là. Maintenant, quand un propriétaire met en vente sa propriété et souhaite ne pas payer de commission, souhaite s'occuper de sa démarche, bien, je pense qu'on doit respecter le propriétaire. Maintenant, chaque propriétaire qui met en vente, peu importe la méthode, son objectif, c'est d'un jour s'entendre à sa satisfaction avec un acheteur. Et quand on met en vente, bien sûr, on va recevoir la majorité des appels d'acheteurs potentiels, mais si un courtier nous appelle, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité-là en lui disant « Regarde bien, monsieur le courtier, madame la courtière, je ne souhaite pas m'engager dans la vente avec un courtier. Néanmoins, si vous connaissez un acheteur, si vous avez le mandat de courtage d'un acheteur qui pourrait s'intéresser à ma propriété, bien, venez visiter. Ça va me faire plaisir de recevoir ce visiteur-là. Puis si jamais il y a de l'intérêt, on négociera à partir de là. Mais si c'est de la sollicitation pure et simple, je ne suis pas intéressé. Donc, on recommande aux propriétaires d'être fermes, mais d'être quand même ouverts à la collaboration parce que l'objectif, c'est quand même bien de s'entendre un jour avec un acheteur. Puis cet acheteur-là, bien, il peut très bien venir seul, mais très bien aussi souhaiter être accompagné par un courtier. Puis ça, le choix, on le respecte. Je crois beaucoup, moi, Martin, aux maisons intergénérationnelles. C'est-à-dire que moi aussi. Toi, tu habites une portion de ta maison. Oui. Et là, il y a comme un autre logement qui est à l'intérieur même de ta maison où tes grands-parents peuvent venir vivre ou tes parents si tu es plus âgé. Moi, j'y crois parce que je trouve que ça favorise le fait que les personnes âgées peuvent rester à domicile plus longtemps. On est ensemble, on s'entraîne, ça crée des beaux liens familiaux. Souvent, les gens vont être gagnants-gagnants parce que là, bien, si on a des enfants, les grands-parents, bien, ils vont pouvoir les faire dîner. Puis eux aussi, ils vont bénéficier d'avoir des gens de tous les âges. T'es motif. J'ai grandi avec mes grands-parents, moi. Mes parents ont bâti une maison en 85 avec mes grands-parents. Fait que j'étais petit cul, puis j'ai grandi avec mon grand-père et ma grand-mère. Je faisais des mots croisés. Ma grand-mère faisait de la tire Sainte-Catherine, je jouais de l'orgue avec mon grand-père, on lisait des encyclopédies. Fait que moi, enfant, avec mon frère, ma sœur, ben j'ai vécu dans cette dynamique-là. Tu me dis ça, puis tu as des étoiles dans les yeux, je le vois comment c'est émouvant pour toi. J'encourage. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les maisons intergénérationnelles, Martin? Bien, c'est un mode de vie, simplement. Puis pour ce qui est de la mise en marché, c'est la même chose. Comme je le disais tantôt, que ce soit une maison, une familiale, en bigénération, peu importe. C'est la même manière de faire la mise en marché, c'est-à-dire que les acheteurs qui cherchent un tel produit vont choisir ou non si ça fait leur affaire. Donc, qu'est-ce que je peux bien dire? Considérer ça en tant qu'acheteur, c'est une belle option, c'est un beau mode de vie. Quand le marché immobilier atteint un niveau comme aujourd'hui où l'accès à la propriété, avec les financements qui sont un petit peu plus élevés avec les taux d'intérêt, bien justement, de jumeler deux sources de revenus, que ce soit nous, en termes de travailleurs jeunes adultes ou avec un parent qui a une retraite, bien, ça te permet de cohabiter. Comme tu disais, les grands-parents sont là pour les enfants, les petits-enfants. Bien oui, c'est rassurant pour tout le monde. C'est extraordinaire. Chacun est dans sa maison, il n'y a pas d'envahissement. Oui, vraiment. Mais bon, c'est propre à chacun. On a le goût ou non de ça, mais ceux qui n'y ont pas pensé devraient peut-être se tourner vers ça.
Pour moi, c'est vraiment un beau mode de vie aussi. Je pense la même chose que toi. Je pense que c'est extrêmement enrichissant, mais malheureusement, il y a plusieurs villes et municipalités au Québec qui interdisent les maisons intergénérationnelles. Alors ça, moi, c'est le petit drapeau que je lèverais en disant vérifiez auprès de la municipalité qui vous intéresse. Si vous souhaitez avoir une maison intergénérationnelle, est-ce que c'est possible avant de faire votre choix de ville? Parce que ça, c'est une valeur qu'on a profondément en soi, hein, si on veut vivre avec nos grands-parents, nos parents. Donc, vérifiez ça, puis choisissez votre ville en conséquence. Ça peut changer complètement la vie de votre famille pour le mieux d'aller en intergénérationnel. Oui, puis conseil aux vendeurs, avant de mettre en vente, justement, posez-vous la question à savoir si votre municipalité tolère que votre propriété soit utilisée comme telle pour pouvoir, justement, le divulguer adéquatement à vos futurs acheteurs. Dernière question pour toi, Martin Rafal. Quand on visite des maisons, est-ce qu'on se fait une petite liste? Qu'est-ce qu'on veut vérifier, là? Écoute, moi, ce que j'aime, là, c'est que les propriétaires ont accès à ce qu'on appelle la déclaration du vendeur. Bien, l'acheteur peut aussi télécharger la déclaration du vendeur, d'en servir un peu comme un aide-mémoire. Donc, pourquoi pas? Tu sais, déjà, en tant qu'acheteur, on commence à faire nos devoirs, on télécharge un formulaire, on lit les questions que le propriétaire va avoir à remplir, tu sais, parce que c'est des informations que le vendeur doit nous divulguer. Fait qu'on part avec ça, on visite la propriété, puis au fur et à mesure, on pose des questions pendant la visite au propriétaire. Puis, bien, on va avoir déjà fait le tour, on va avoir tellement d'informations pertinentes. Là. Je pense que ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux acheteurs. Martin Desfossés, merci beaucoup. Merci à toi. Ça a été vraiment très agréable puis instructif de faire ça avec toi. Je pourrais continuer longtemps. Merci à toi.